Donc, j'espère que vous allez tous très, très bien. Merci beaucoup d'être là pour cet troisième jour de notre masterclass. Et en fait, la semaine, ça commence à aller très, très vite. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre motivation et enthousiasme. Donc, merci beaucoup. Pour moi, c'est un grand, grand plaisir. Quelqu'un me demandait en fait ce matin, oh, comment c'est? Je dis, oh, j'adore, c'est super, c'est très bien. Même si j'ai quelques erreurs avec mon français, je pense, ouais, ça va, j'arrive. Donc, bon, merci. Donc, je vais vous juste demander de couper le micro pour l'enregistrement. Ça m'aide énormément après. Donc, merci beaucoup. Et on va faire la même organisation avec une petite présentation et après la discussion à la fin. Donc, ce soir, nous déplaçons notre attention de nous-mêmes vers nos équipes. Donc, ces 2 derniers jours, nous nous sommes penchés sur nous-mêmes, vraiment. Nous avons réfléchi à la manière de nous diriger nous-mêmes. Donc, nous avons appris comment vivre avec la peur et d'autres émotions difficiles et comment utiliser la curiosité pour devenir courageux et vulnérable et donc capable de se connecter courageusement avec nos collègues. Donc, ça, vraiment, c'est la clé d'un leadership réussi, à mon avis. La façon dont nous nous connectons avec les autres. Donc, les jours 3 et 4 sont consacrés à la direction de votre équipe et à l'aide qu'elle peut apporter pour être courageuse et vulnérable et mieux se connecter avec les autres et avec vous. Donc, on va changer nos idées un peu. Donc, maintenant, on commence de regarder vers l'extérieur et pas vraiment à l'intérieur. Donc, je suis sûre que la première question que vous avez, c'est quelle est la peinture pour aujourd'hui? Donc, on va commencer avec ça aujourd'hui. Et je suis sûre que c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, est-ce que vous le connaissez? Un petit peu? OK, donc, c'est The Great Wave of Caughnawaga. Donc, je pense que c'est vraiment une magnifique peinture. J'aimerais que vous regardiez le grand bateau au milieu des énormes vagues. Donc, c'est un bateau sans voile et l'équipage utilise les rames. Si tu regardes, ce n'est pas vraiment pour les timorer. Donc, j'aimerais que vous imaginiez que c'est votre équipe dans le bateau. Quelles caractéristiques votre équipe doit-elle posséder pour surfer sur ces vagues? Pas juste survivre, mais vraiment surfer. Parce qu'ils affrontent vague après vague. Les vagues sont puissantes et l'équipe, tout le monde là, ils sont vulnérables, mais très, très résistants. Et j'adore cette peinture parce qu'on a vraiment l'idée de la vitesse aussi et aussi la stabilité. Je ne sais pas, c'est presque incroyable que le bateau est tellement stable, mais en même temps, ça bouge. Donc, on a cette idée de mouvement, mais en même temps, stabilité. Et pour moi, ça représente une équipe qui marche hyper bien. Donc, dans votre cahier de travail, nous allons examiner le premier exercice. Donc, j'étais juste en train de dire que hier, j'ai changé ma présentation un peu, donc désolée, parce que les exercices n'étaient pas très bien alignés. Donc, ce soir, j'espère que ce sera plus proche de la réalité sur la page devant vous, en tout cas. La première question, selon vous, quels sont les comportements ou les caractéristiques des équipes qui fonctionnent bien dans votre domaine de travail? Donc, je voudrais que vous disiez qu'est-ce que c'est les caractéristiques qui sont très, très importantes pour vous et pourquoi?
Donc, bien sûr, cela dépend beaucoup du contexte. Donc, moi, j'ai 2 entreprises et les caractéristiques que je recherche dans une équipe qui fonctionne bien sont très, très différentes. Donc, dans mon école de langue, j'ai besoin que mon équipe me donne des conseils, beaucoup de conseils. J'ai besoin qu'ils sont très indépendants, en fait, qu'elles réfléchissent rapidement et répondent aux besoins de nos étudiants, surtout. Je voudrais que l'équipe soit très créative, qu'elle soit capable de me mettre au défi, ainsi que les étudiants, et qu'elle soit d'excellents communicateurs. Donc, c'est vraiment une gamme de compétences qui est pour l'enseignement. Dans le secteur de coaching, j'ai un bon nombre des caractéristiques sont les mêmes, mais mon équipe doit être capable de prendre des risques plutôt, de prendre des initiatives, d'être très créative et indépendant comme dans l'école des langues, mais aussi d'avoir la capacité d'adopter une nouvelle stratégie, de saisir rapidement des nouvelles technologies et de les adopter. Donc, c'est un peu différent. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas du tout la même équipe. Donc, je voudrais que vous réfléchissiez vraiment sur votre situation et lesquelles de ces caractéristiques sont particulièrement importantes pour vous en ce moment et pourquoi. Et vous pouvez noter ça aussi dans le cahier. Mais je voudrais que vous gardiez l'image de ce bateau avec les vagues magnifiques, parce que cette image de courage, et ça va nous aider, je pense, dans la discussion après. Donc, lesquelles de ces caractéristiques nécessitent un leadership courageux? Donc, si vous pensez de toutes les caractéristiques que vous avez mis, peut-être juste réfléchir lesquelles nécessitent un leadership courageux. Et je pense beaucoup d'entre elles le font, surtout maintenant, cette année. Parce que dans un monde, quand on a beaucoup d'automatisation, les tâches qui restent sont désordonnées. Donc maintenant, on a besoin des personnes qui peuvent faire les conversations, qui débattent, qui soient créatives, qui expérimentent. Parce que les autres choses, on peut faire maintenant avec une machine. On n'a pas besoin. Donc, les qualités comme ça qui sont moins faciles, en fait, de voir, de mesurer aussi, d'évaluer. Toutes les qualités comme ça, ils sont devenus de plus en plus importants. Donc, les dirigeants doivent servir et permettre aux gens de développer leur potentiel. Pour être créatifs, les gens ont besoin d'une atmosphère, par exemple, calme et concentrée. Ils ont besoin de la permission de faire des erreurs et de se concentrer sur l'apprentissage en commun. Donc, on peut pas juste donner les listes des choses à faire à des personnes. Ça, c'est fini, ça. On a besoin vraiment de prendre les personnes avec nous, de les aider, de faire les choses qui sont créatives, d'être indépendants. C'est totalement différent. Donc aujourd'hui, nous nous penchons sur la façon dont nous pouvons encourager ce courage. Parce que de faire ça nécessite beaucoup de courage. Donc notre courage comme leader, mais aussi notre équipe. Brené Brown, elle travaille aux États-Unis, elle est une académique là-bas, elle est spécialiste du fonctionnement des organisations et elle parle beaucoup du courage contagieux et j'aime bien cette idée de courage contagieux.
Heureusement, je pense que vraiment ça c'est vrai parce que en tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'étais maîtresse et j'ai vu que quand j'avais beaucoup de confiance avec quelque chose, mes élèves aussi. Et ça c'est très facile aussi de voir avec les jeunes enseignantes. On voit quand ils ont moins de confiance, les élèves aussi ils ont moins de confiance. Donc c'est contagieux. Donc pour donner beaucoup plus de confiance à notre équipe, il faut que nous aussi, on a de la confiance aussi. Et ça, c'est quelque chose que je vois un peu dans la culture française. Et je pense que la fréquence à laquelle une nouvelle activité est introduite par la phrase « Ah, ce n'est pas facile, c'est compliqué ». Et par exemple, je vois ça souvent avec même mes enfants maintenant, quand elles sont en train d'expliquer quelque chose, elles commencent ouais, « C'est très compliqué ». Et en fait, quand nous sommes arrivés, cela m'a frappé dès que j'ai déménagé. Et je me batte avec mes étudiants adultes aussi, qui font souvent un retour, par exemple, sur le devoir, avec la phrase « Ah bien, ce n'était pas facile ». Et je pense, ça peut être quelque chose qui répète. Et ça, on a besoin vraiment de voir que si on commence avec l'idée que quelque chose est difficile, quelque chose est compliqué, ça aussi, ça c'est contagieux aussi. Le courage est contagieux, mais aussi si on commence avec cette idée, c'est aussi contagieux. Ce n'est pas à dire qu'il faut qu'on dise oui, c'est facile, tout est facile tout le temps, non. Mais on peut aussi peut-être commencer avec une autre phrase. Ça sera intéressant, ce sera un défi, mais ça c'est bien. C'est pas de dire que tout est facile. Ça aussi, en fait, c'est pas très intéressant si quelque chose est trop facile non plus. Donc, je pense que ça c'est quelque chose qui est peut-être intéressant à réfléchir. Il y a 3 façons, je pense, de cultiver ce courage avec nos équipes. Et le premier, je pense, en tant que leader, vous êtes le modèle. Et toutes les compétences que vous avez apprises ces derniers jours entrent en jeu, en fait. Gérer vos émotions, être résilient face à la peur ou à la difficulté, tout ça, on est les modèles. On est là comme un rôle pour les autres. Mais les leaders doivent exprimer clairement ce qu'ils font. Parce que même si on est comme ça devant les autres, je pense que c'est très important d'articuler ce qu'on fait. Donc, par exemple, si pour l'instant, on est dans la situation difficile avec le Covid et tout ça, du coup, si on peut peut-être garder ça pour nous-mêmes, mais imaginez si on dit quelque chose comme ça. Oui, je trouve ça difficile aussi. Que pouvons-nous contrôler? Qu'est-ce qui est suffisamment bon? Quelle action est possible? Etc., etc. Donc, si on partage le souci, si on est transparent avec même les choses positives, mais aussi les choses difficiles. Donc, c'est aussi avec cette idée que on peut pas être quelque chose qu'on n'est pas. Donc, si on a des soucis, si c'est une bonne idée de partager, bien sûr, quelquefois ce n'est pas, mais si c'est une bonne idée, si c'est possible de partager, si vous pensez que ça va aider l'équipe, pourquoi pas? Je pense être transparent, ça c'est un modèle aussi, comment on va réagir à ça. Ok, oui, ça c'est difficile, qu'est-ce que c'est les options? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, je me sentais fatiguée avec ça, ok, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, tout est dans l'action aussi pour résoudre le problème. On n'est pas coincé, on ne reste pas dans le problème. Ensemble, on peut s'en sortir. Donc, les dirigeants, je pense, doivent créer un lieu où les divergences d'opinion sont possibles. Et ça, c'est très, très important, je pense. Parce que si on veut avoir les conversations très ouvertes,
Et avec les émotions, il faut qu'on a, à l'inverse, des structures en fait nécessaires. Parce que si on n'a pas une culture de respect entre tout le monde où ils peuvent s'exprimer, après on va avoir les problèmes aussi. Donc en fait, on a besoin de cet équilibre entre la façon d'être libre avec nos émotions, de s'exprimer, mais en même temps qu'on est dans un espace où ça c'est possible. Parce qu'on ne veut pas que tout le monde dise toutes les émotions et ça part dans tous les sens et les gens ils répondent dans pas un sens très positif ou qui n'aide pas. Donc, ça prend aussi un petit peu de formation aussi. Donc, ça prend, c'est bien de prendre les petits pas avec les choses comme ça, peut-être avec les petits groupes. Donc, je pense c'est de ne pas dire, OK, à partir de demain, on va tous partager tout. C'est les petits pas, un jour. Mais je pense que c'est à vous, les leaders, de donner l'exemple de la recherche de la lumière dans une situation difficile. Je ne sais pas si vous avez écouté le poésie juste avec Joe Biden pendant le grande assemblée pour Joe Biden. C'était une poésie magnifique par une femme, Amanda Gorman. Et elle a dit, vers la fin, il faut qu'on trouve la lumière dans la situation. Et pour moi, je pense, en fait, sa poésie, tout d'un coup, c'est presque comme une leçon de leadership dans ce poésie. Donc, si vous avez le temps de regarder, c'est vraiment, c'est intéressant et très, ça m'a touché énormément. Et je pense elle a raison. C'est pour nous de trouver l'espoir, de articuler la vision et l'objectif. Ça, c'est notre rôle. Et il faut qu'on oriente votre équipe vers la recherche de solutions et non vers la culpabilité. Je pense que ça, c'est très important. Mais donc, c'est à vous de montrer comment demander de l'aide aussi. Parce que si on demande l'aide, nous, les leaders, ça donne la permission aux autres de demander l'aide. Ça donne la permission de dire « moi, j'ai besoin de quelqu'un ». Moi, j'ai besoin d'un petit peu de soutien avec ça. Et ce n'est pas un problème. En fait, c'est quelque chose de positif. Et on peut voir aussi si quelqu'un d'autre aide une autre personne, c'est une forme de développement professionnel pour eux aussi. Donc, on peut voir ça et dans une façon hyper positive et ça donne le courage à tout le monde. Donc, c'est vraiment win-win cette situation. Et après, j'ai 2 questions clés que je pense c'est très, très utile d'avoir tout le temps sur un petit cahier, juste sur la table quelque part. De quoi avez-vous besoin? Dès que tu demandes ça à quelqu'un, tu lui donnes la permission à dire « oui, j'ai besoin de ça, ça et ça ». Et après, la deuxième question, à quoi cela ressemble-t-il? Et ça, pour moi, c'est la plus importante. Parce que si on demande pour quelque chose vraiment concrète, parce que ça elle nécessite une réponse concrète. Et après, vous pouvez négocier et c'est très clair. Si quelqu'un dit en fait, ouais, j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de une formation, j'ai besoin de quelqu'un de me donner juste 2 heures pour finir ce document. J'ai besoin de un modèle de ce document. Je ne sais pas comment commencer. Donc, mais quand ils sont précis exactement ce qu'ils voudraient, après, c'est beaucoup plus facile pour nous, les leaders, de dire, OK, ça, je peux faire, ça, je peux pas faire, mais je vais essayer. Est-ce qu'on peut faire ça? Et ça, la conversation, en fait, c'est tout de suite vers le concret et vers l'action. Et c'est ça qui aide énormément. Parce que sinon, on peut prendre beaucoup de temps de parler de beaucoup de choses très, très intéressantes. Mais si on n'est pas dans l'action, rien va changer. Donc, je pense que ça, c'est toujours une question intéressante aussi à se poser. Donc, si vous imaginez maintenant
que quelqu'un vous pose cette question, qu'est-ce que c'est votre réponse? Et je voudrais que vous notez ça. Ok, numéro 2. Donc, on a 3 façons de cultiver ce courage et ça, c'est numéro 2. Donc, la deuxième stratégie consiste à aider votre équipe à développer un état d'esprit de croissance. Maintenant, je ne suis pas sûre que en anglais, c'est growth mindset. Et je ne suis pas sûre que la traduction, c'est vraiment bien. Donc, c'est un esprit de croissance. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Donc, d'abord, de donner l'opposé de ça. Donc, l'opposé est un état d'esprit fixe dans lequel nous pensons que le potentiel est déterminé par le talent et l'intelligence. Donc, si nous avons une mentalité fixée, comme ça, fixe, nous définissons le succès comme la perfection. Parce qu'on croit que c'est pas possible de changer. Du coup, c'est le succès, c'est la perfection. Ça, c'est le but, c'est la fin qui est important. À l'inverse, l'état d'esprit de croissance est la conviction que les gens peuvent évoluer et apprendre et que nous ne cessons jamais, en fait, de grandir et de changer. Avec ça, le succès est défini comme le progrès. Donc, c'est totalement différent. Et on voit ça, en fait, dans beaucoup d'entreprises qui recrutent pour le talent. Et on a surtout les nouvelles entreprises ou les assez nouvelles entreprises comme Google par exemple. Ils recrutent pas pour le talent, ils recrutent pour le potentiel. Donc, ils recrutent pour est-ce que quelqu'un peut adapter, peut évoluer parce qu'ils savent que le monde change tellement rapidement maintenant qu'en fait, c'est cette capacité à développer, à évoluer qui est la plus importante maintenant. Parce qu'en fait, les machines peuvent faire plein de choses. Donc, c'est pour nous, on a besoin des personnes qui peuvent adapter, être souples énormément. Et donc, c'est le talent qui, avant, c'était ça. Mais maintenant, c'est de plus en plus cette idée qu'on regarde pour comment quelqu'un peut adapter, évoluer, progresser, prendre les nouvelles choses et les changer, adapter pour la situation. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant, je trouve. Et je ne vais pas donner toute l'information ce soir, pas du tout. Mais si vous êtes intéressé, c'est un autre Américain, Carol Dweck. Elle est vraiment le gourou de tout ça. Et elle a écrit un super livre sur ça. Et aussi, elle avait fait un TEDx, un discours. Ça, c'est sur YouTube aussi, si tu es intéressant. Donc, c'est vraiment, il s'agit d'un continuum et nous pouvons nous déplacer le long de celui-ci en fonction du contexte et surtout de la personne avec laquelle nous sommes. Donc, le leader, ça change tout. Si on a un leader qui est très fixe dans cette idée, on va être dans cet esprit aussi. Si on a un leader qui est vraiment dans l'esprit de croissance ou d'évoluer, d'adapter, de grandir, de prendre des nouvelles choses, d'essayer, on va être plutôt dans ça. Donc, c'est là où vous avez quelque chose de très, très important, un rôle très, très important. Donc, numéro 3, c'est de célébrer et intégrer les succès de votre équipe. Ça, je pense, c'est très important parce qu'avec ça, vous renforcez la confiance et vous montrez ce qui est important pour vous. Vous communiquez vos valeurs, votre vision et cela est très, très motivant. Donc, je voudrais juste expliquer ça un petit peu plus parce que je pense vraiment que les personnes qui sont motivées et confiantes sont courageuses.
Donc, c'est pas une surprise que ça les aide. Mais la manière dont nous le faisons est très importante. Et je vois beaucoup de gens le faire d'une manière qui ne maximise pas le potentiel de ce moment. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, souvent, on entend, par exemple, le discours classique du remerciement. « Ah oui, vous avez fait un excellent travail, merci beaucoup. » Fini. OK. Oui, c'est bon, c'est un bon début. Au moins, c'est positif. Mais en fait, ce n'est pas ça qui va donner du courage. Comment pouvons-nous transformer le discours de remerciement en un moment où nous développons les forces? Parce que je pense, si en reconnaissant les forces et les points forts des personnes, on va renforcer cette idée, oui, ça c'était bien parce que nous sommes bien à ça et ça et ça. Donc nous avons une force dans ces domaines-là. Et avec ça, les personnes dans notre équipe, ils pensent, ah oui, nous sommes bien pour ça. Oui, ça c'est une force. Et on est motivé, on est encouragé. Donc on a plus de courage pour la prochaine fois. Donc, c'est très, très important d'être précise. Donc, oui, vous avez fait un excellent travail. Exactement quoi était excellent et pourquoi? Donc, ça, c'est, je pense, quelque chose de très facile de mettre en place et ça change les choses très, très rapidement. Et c'est, dès qu'on commence, ça devient naturel rapidement parce qu'on voit que les gens, ils notent beaucoup plus si vous disiez ça. Et après, nous devons intégrer nos réussites. Donc, avec ça, qu'est-ce que je veux dire? Donc, comment avons-nous changé? Donc, si on avait fait quelque chose très, très bien, OK, on avait présenté quelque chose, on avait fait une très bonne présentation et on a, oui, les clients aux États-Unis, ils étaient très contents, ça s'était très bien passé. OK. Mais comment ça nous a changé? OK, peut-être on est plus à l'aise de faire nos présentations en anglais. Peut-être nous sommes plus clairs sur notre vision de ce chemin ensemble. C'est quoi exactement? Comment nous avons avancé avec ce projet, avec cette présentation, avec n'importe quel travail vous avez fait ensemble? Parce que ça, c'est important parce que notre identité comme en équipe, ça, il faut changer ça aussi. Ah oui, nous sommes une équipe qui est forte. Nous sommes une équipe qui peut donner les bonnes présentations. Nous sommes une équipe qui sont efficaces, qui peuvent exprimer très, très bien tous les points forts. Il faut être précise, il faut vraiment renforcer cette idée précisément. Et comme ça, les gens, ils savent que c'est vrai, c'est vrai. Et comme ça, vous avez de plus en plus des choses fortes d'utiliser pour la prochaine étape. Parce qu'en fait, quel est l'objectif ultime? À mon avis, c'est en fait que l'équipe devient autogérée. Ils n'ont pas besoin de vous, finalement. Ça, c'est le but. Le but, c'est que vous partez, vous faites d'autres choses et quelqu'un dans l'équipe va prendre votre place. Donc, le but, c'est qu'ils sont très indépendants à la fin. Donc, tout le temps, c'est une question de formation, d'encouragement, de motivation. Et avec ça, on a le courage d'essayer d'avancer. Donc maintenant, c'est la partie que j'aime bien parce que c'est mon top tip pour vous, aider à créer une culture de courage. En fait, j'en ai 3 bonus. Donc, le premier, c'est soyez un leader qui est un coach, en fait. Parce que si vous prenez une position d'exploration et de résolution de problèmes, il y a une forte responsabilisation. Et surtout, tout le monde comprend la mission, la vision et l'objectif. Donc, si vous êtes un coach avec votre équipe, et pas le boss, bien sûr, mais le coach. Donc, vous êtes là pour les aider à développer.
parce que le but, finalement, c'est qu'ils n'ont pas besoin de vous. Après, c'est probablement ma préférée et j'essaie de vivre chaque jour selon ce mantra. Donc, prendre des mesures imparfaites. Imperfect action. Donc, laissez tomber le perfectionnisme comme quelque chose qui vous empêche d'essayer. C'est très bien, il y a un côté de perfectionnisme qui est très important, surtout quand c'est rigoureuse, par exemple. On veut que les choses sont rigoureuses, sont bien faites. Mais on peut avoir ce côté-là et en même temps de ne pas être bloqué par le fait que quelque chose il faut que quelque chose est parfait. Donc, laissez tomber cette idée de perfectionnisme et vraiment adopter imperfect action. C'est très confortable. Troisième et finalement, accepter l'échec. Parce que ça, c'est la clé pour développer un état d'esprit de croissance pour vous-même et pour votre équipe. Pour résumer donc la séance de ce soir, qui a été très dense en informations, j'aimerais que vous vous concentriez en priorité sur un ou deux domaines et que vous reveniez sur cette formation dans quelques semaines en fait, parce que ça va prendre du temps. Et souvent les gens y trouvent après 2-3 semaines, même après 6 mois. J'ai reçu un mail d'un client après 6 mois en disant il faut que je te dise, Anne, parce que en fait, le coaching, ça a changé plein de choses pour moi. Et je l'ai lu, je pense, c'est après 6 mois, ça. Et elle m'a raconté toutes les choses que ça a déclenché, ça a changé dans sa vie. Et ça peut vraiment prendre du temps. Ça va pas changer entre ce soir et demain matin. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui va changer doucement, mais il faut revenir sur les notes, sur le cahier pour réviser, pour revoir, parce que vous allez trouver que vous avancez dans quelque chose et après vous voyez les autres choses dans une autre manière, parce que toutes les choses en fait sont liées à la fin. Donc, mon meilleur conseil reste le suivant. Agissez de manière imparfaite. Et si vous ne retenez qu'une chose de cette semaine, je voudrais que c'est ça. Donc, vos devoirs. Quelle action imparfaite allez-vous prendre cette semaine pour favoriser une culture de courage dans votre équipe? Donc, quelle action imparfaite allez-vous prendre cette semaine pour favoriser une culture de courage dans votre équipe? Donc, merci à tous ceux qui écoutent le replay, le catch-up. Revenez demain lorsque nous parlerons de la communication courageuse et de la façon d'avoir des conversations difficiles.